on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Caroline Delage. Bonjour Caroline. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Je pense que le nom spontanément, si on dit aux gens Caroline Delage, c'est pas forcément... Mais quand on voit votre visage, on sait qui vous êtes. Relativement rapidement, on vous a connu à l'antenne, vous étiez journaliste, présentatrice, chroniqueuse. Ouais. Et puis vous avez aussi depuis moins longtemps que ça, mais de manière très intéressante, vous êtes devenue productrice, avec notamment un concept d'émission absolument génial qui s'appelle Au Tableau. C'est ça. Et d'ailleurs, votre boîte de production s'appelle Au Tableau Production. Voilà. Absolument. Et c'est dans votre bureau que je vous interroge et je vous remercie de m'accueillir dans votre bureau. Merci d'être venu jusqu'à moi. Je vous en prie. Caroline, juste on va rapidement détailler votre parcours. Donc, on l'a dit, productrice à Au Tableau Production. Un concept qui marche très bien au point que vous l'avez vendu récemment dans plusieurs pays du monde. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça a commencé en Belgique avant la France. Donc, ça a commencé d'abord par s'exporter avant même d'exister en France. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une émission qui existe dans 12 pays à travers le monde. 12 pays, d'accord. Ouais. Pas qu'en Europe, pas un peu partout. Non, pas qu'en Europe, jusqu'en Nouvelle-Zélande, en Arabie Saoudite, au Liban. Ah oui. Ouais. C'est dire si le concept était... universel. Et puis vous avez... alors vous êtes aussi productrice avec Au Tableau Production de documentaires. Et récemment, donc vous avez produit un film dont on va beaucoup entendre parler, un documentaire de Myriam Sera qui concerne Lorraine Vivier, qui est porteuse d'une maladie terrible qui s'appelle la maladie de Charcot, la SLA. Et donc ça, c'est aussi un des pans de votre activité. Et puis vous avez aussi lancé La Coloc. Est-ce que vous pouvez nous parler de La Coloc ? Oui, bien sûr. L'intergénérationnel, c'est une de mes obsessions. La coloc, parce que nous, notre marque de fabrique à Au Tableau Production, on aime bien mettre en place des expérimentations sociales et les filmer au long cours pour tester et faire la preuve par l'image de solutions à des enjeux de société. Donc l'intergénérationnel, qui est pour moi une solution, pas à tous les enjeux, mais à quand même à pas mal de problèmes. C'est pas la première fois qu'on teste les liens intergénérationnels. On avait dans Une vie d'écart emmené une classe de maternelle à l'EHPAD tous les jours pendant 6 semaines et mesuré ce que ça apportait comme progrès aux personnes âgées et aux enfants, ce lien intergénérationnel. Là, on est avec des plus grands, puisque donc on a mis dans une maison 3 jeunes et 3 vieux en coloc. Donc c'est un peu l'auberge espagnole, mais version intergénérationnelle. Ça se passe dans une maison, très jolie maison à Orléans. On les a suivis vraiment, la maison était vide, de l'installation pendant 6-8 mois. Les joies et les malheurs de la colocation, les couacs, les petits moments du quotidien qui apportent, qui enrichissent les uns les autres. Donc on a testé l'habitat partagé, qui n'est pas une solution pour tout le monde, mais qui est une solution pour ceux qui sont faits pour ça, qui ont l'ouverture d'esprit pour ça, qui peut apporter beaucoup, je crois, contre l'isolement social et contre la précarité économique. Mais donc en fait, au-delà de ce que vous faites, on ne vous connaît pas bien en fait. Donc vous êtes originaire d'où Alors, je suis née à Paris, j'ai grandi à Nice. Je suis arrivée à Nice, je devais avoir 5 ans et demi. Et puis voilà, puis je suis remontée à Paris, comme on dit quand on est provincial, progressivement, puisque je suis restée à Nice jusqu'à Hippocane, donc 1 an après le bac. Ensuite, je suis partie faire Sciences Po à Aix, en Provence, un peu plus loin que Nice. Et puis ensuite, je suis partie à Paris faire mon école de journalisme. D'accord. Donc voilà, je suis revenue à Paris. Donc, et entre-temps, je suis partie à Jérusalem. Oui, vous avez été envoyée permanente là-bas. Correspondante, pendant 2 ans à Jérusalem. Et je suis revenue à Paris. Mais vous, par ailleurs, vous êtes effectivement... Alors, on ne l'a pas dit dans votre parcours, parce on s'est centré sur ce que vous produisiez, mais vous, au-delà du fait que vous étiez journaliste, présentatrice, chroniqueuse, vous avez été prof aussi, en école de journalisme. Et puis, vous avez fait tous les médias, en fait. Vous avez commencé par la radio, après vous avez fait de la télé. Est-ce que vous avez fait de la presse écrite ou pas du tout ? Oui, un petit peu. J'adore écrire. Mais c'est vrai que la radio, c'était vraiment mon média de cœur. C'est pour ça que je suis toujours très heureuse de faire un podcast, parce que pour moi, c'est le média de l'intime. Et je voulais faire, quand j'étais en école de journalisme au CFJ, je voulais faire que de la radio. On essayait de me conseiller d'aller en télé, mais je disais non, je veux faire de la radio. Et donc, j'ai toujours fait un peu de radio à côté. Mais très vite, je suis partie en télé sur Public Sénat. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui m'a fait venir sur cette chaîne-là. Je suis restée 6 ans. Ensuite, je suis partie à Jérusalem. Et c'est là que j'ai commencé à travailler pour le groupe Canal+, pour Europe 1. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai continué à travailler pour le groupe Canal+. Donc, j'ai été grand reporter et beaucoup présentatrice, animatrice. Mais dès les premiers mois, finalement, où j'étais journaliste professionnelle, j'ai en effet toujours donné des cours. Au début, les élèves étaient parfois plus âgés que moi.
Mais je trouve ça, c'est un aspect du métier. Je pense que ça permet de toujours s'interroger, se poser des questions qu'on se pose plus en fait après avec les automatismes, etc. Ça permet de rester toujours en questionnement sur son métier. Et puis la transmission, évidemment, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, ça a toujours fait partie, en effet, de mes activités. Je suis toujours intervenue dans les écoles, je continue à le faire. Ce lien avec les plus jeunes, parce que maintenant, je suis passée du côté des boomers. Vous n'en êtes pas encore à être candidate à la colloque avec les jeunes. Non, je suis encore trop jeune. En tout cas, pour ce qu'on avait voulu comme écart d'âge, j'étais trop au milieu. Mais bientôt, bien sûr. Ouais. Et vous avez des enfants? J'ai 2 filles, ouais. 2 filles qui ont 8 et 16 ans. Qui m'inspirent beaucoup dans toutes mes activités au quotidien. Et qui vous challengent beaucoup, qui doivent pas être toujours très, comment dirais-je, qui doivent être un peu critiques, j'imagine, surtout celle de 16 ans. Oui, elle est critique. On est beaucoup dans le débat d'idées, c'est normal, c'est son âge, on a des grandes discussions. Philosophiques? Oui, ou géopolitiques, sur les injustices dans le monde, ou sur les changements d'équilibre dans le monde. C'est un sujet qui la passionne beaucoup, donc on a souvent des discussions. Et puis elle est très au courant de l'actualité, elle se documente beaucoup, donc c'est intéressant. Les chiens ne faisant pas des chats. J'étais beaucoup moins au courant à son âge. Moi, j'étais très scolaire au lycée, donc. Mais vous étiez une littéraire, parce que c'est comme ça que vous êtes arrivée. Alors j'ai passé un bac scientifique. Ah, quand même. Option maths. Ouais. Mais je suis partie en Hippocane dans la foulée, donc j'ai rééquilibré le côté littéraire pour ensuite faire Sciences Po et D'accord. J'ai équilibré mon côté scientifique. Eh bien, on va attaquer le questionnaire proprement dit du bonheur chez les autres, celui avec lequel on interroge tous nos témoins. Et donc la première question, qui est à la fois la plus générale et la plus conceptuelle, mais aussi probablement la plus intéressante, c'est quoi la définition que vous donnez du bonheur? Pour vous, c'est quoi le bonheur? C'est difficile à définir, et si vous me disiez est-ce que vous êtes heureuse, c'est difficile de répondre, je trouve, oui, de manière absolue. Pour moi, il y a des moments de bonheur, en fait. Et parfois, on s'en rend compte souvent après les avoir vécus, je trouve, que finalement, on était heureux à ce moment-là. Parce qu'on a toujours des hauts et des bas, un moral qui est plus ou moins au beau fixe, des coups de mou. Donc, je ne sais pas si c'est le bonheur. Pour moi, voilà, je le vis plus comme des moments où on arrive à... En fait, le tout, c'est d'arriver à s'en rendre compte et d'en profiter, en fait, et de savourer. Parce que pendant une grande partie de ma vie, j'étais toujours insatisfaite. Et j'arrivais jamais à profiter du moment présent parce que j'étais toujours dans une quête d'autre chose, de progrès, de faire mieux, de faire différemment, de faire autre chose. Et finalement, on n'est jamais heureux quand on est dans cet état d'esprit-là. Et en même temps, c'est un moteur qui fait avancer, qui fait progresser. Donc la satisfaction, c'est pas que négatif. Mais les épreuves de la vie ont fait que je crois que j'ai appris à davantage savourer ces moments de bonheur quand ils se présentent, à les saisir et à en profiter et à remettre un peu plus tard mon insatisfaction ou mes questionnements, ou mes doutes ou ma frustration éventuelle. Sans vouloir rentrer dans l'intimité, vous parlez de grosses épreuves, vous avez rencontré vraiment des... Oui, je crois que chacun a son lot d'épreuves. Je suis pas sûre que certaines personnes aient la vie hyper facile et d'autres... bon, il y en a qui en bavent plus encore que d'autres, c'est vrai. Comme disait George Orwell, certains sont plus égaux que d'autres. C'est ça. Mais oui, un divorce, des épreuves familiales, enfin des choses... après, c'est aussi des épreuves, c'est comment on est capable de les encaisser. Ouais, exactement, comment on les surmonte. En tout cas, moi, celles que j'ai traversées, je crois, m'ont fait beaucoup progresser et m'ont aidé à prendre la vie un peu différemment et à mieux apprécier les moments de bonheur. Et d'ailleurs, avec mes filles, tous les soirs, enfin maintenant, plus avec la petite, parce que la grande, elle se couche beaucoup plus tard que moi, mais la petite... au moment du coucher, tous les soirs, on a notre petit rituel qui est de chacune de se dire les 3 petits moments de bonheur de la journée. Ah, c'est beau ça. Pour les ancrer et pour rester là-dessus avant de s'endormir. Donc ça peut être, j'ai vu un arc-en-ciel. Ma fille, à tous les jours, j'ai bien mangé à la cantine. C'est très important pour elle, ça participe à son bonheur, de ce qu'elle a eu au déjeuner. Ça peut être, tiens, j'ai passé un moment avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement, ou il faisait beau aujourd'hui, j'ai fait du vélo, enfin voilà, des choses simples, mais qui pour moi, je crois... il y a à la fois des choses profondes, bien sûr, être avec les gens qu'on aime, et puis des choses simples qui, le tout combiné, fabriquent des moments de bonheur. En tout cas, elles doivent être très fières de leur maman. Je sais pas, j'espère. Je suis très fière d'elle, moi, en tout cas. Mais on parlait de surmonter les problèmes de la vie. Ça passe, je pense, pour vous par l'action, parce que vu le nombre de choses que vous déployez, puisque vous auriez pu vous contenter, entre guillemets, d'être
simplement journaliste, chroniqueuse, comme il y en a beaucoup. Le fait que vous soyez allé vers la production, ça dit quelque chose. Ça dit le fait de vouloir marquer Oui, c'est vrai. son territoire. C'est exactement ça, vous m'avez tout à fait bien cerné. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action, tout le temps. C'est-à-dire que quand il se présente une difficulté, quelle qu'elle soit, je peux pas rester là à me dire, oh là là, bah, c'est pas de chance. J'ai toujours le réflexe de dire, bon, ok, donc quelle est la voie de sortie ? Quelle est la solution ? Ça marche pas par là, par où on passe ? Et face au problème de c'est marrant parce que j'avais cette discussion avec ma fille ce week-end, qui a 16 ans et qui est dans l'âge où on est révolté face aux grandes injustices du monde, et il y en a un paquet, donc il y a de quoi être révolté. Et je lui disais, tu sais, c'est bien d'être révolté, il faut être révolté et pas rester passif, mais en même temps, tu peux te contenter de dénoncer, de te révolter, et puis tu peux aussi agir. Alors, tu vas pas pouvoir sauver des pays où tu n'es pas, mais chacun à son niveau, on est en capacité d'agir, je crois. En tout cas, moi, c'est vraiment un besoin viscéral. C'est comme ça que je me sens utile, et c'est ce qui me permet d'apprécier les moments de bonheur, je crois, et d'être bien avec moi-même, d'être alignée. J'ai besoin de faire, d'agir, d'avoir l'impression de construire quelque chose pour essayer de résoudre, pas sauver le monde, pas changer le monde, mais résoudre ce qu'on peut résoudre. Je suis très inspirée par un principe hébraïque qui est le tikkun olam, qui veut dire réparer le monde, que je trouve très beau. Déjà, je trouve ça très... moi, je parle politique. Pas du tout ni hébreu, ni bien que j'ai vécu 2 ans à Jérusalem, mais je suis pas de religion juive, mais je trouve ça très joli, très mélodieux. Le concept est joli. Et à la fois, voilà, le nom est très joli, et le concept de dire, voilà, je vais pas changer le monde, je vais pas sauver le monde à moi toute seule, mais je peux réparer ce qui est dans mon monde, ce que je suis en capacité de réparer, et c'est ce qu'on essaie de faire dans chacune de nos productions. Et moi, c'est en tout cas la ligne de conduite et un peu la raison d'être de ma société et des productions qu'on propose. Donc voilà, c'est une manière d'être dans l'action. Ouais. Et c'est vrai, moi je le constate, puisque je suis journaliste depuis très longtemps, même si j'ai eu une éclipse à un moment donné. On a cette impression d'être souvent observateur et pas acteur. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un des principaux hebdomadaires français s'appelle le Nouvel Observateur. Même si on dit plus depuis très longtemps ça, on dit le Nouvel Obs. Mais l'Obs maintenant d'ailleurs, je crois. Voir l'Obs. Et on a cette... je sais pas si c'est ça... Si vous avez partagé ce même sentiment, mais c'est qu'effectivement, à un moment donné, on est face à une réalité dont on parle, dont on essaie de parler avec plus ou moins d'objectivité. En tout cas, d'honnêteté. D'honnêteté, de probité. Mais par contre, on a l'impression qu'on n'a aucun impact sur la réalité, en fait. Et on la subit des fois. Alors, après, ça dépend dans quel sujet on traite. Moi, j'étais dans les nouvelles techno. C'est moins grave que traiter le conflit au Moyen-Orient ou en Ukraine. Oui, c'est ça. Mais il y a ce sentiment-là, non ? Oui, moi, je suis arrivée, ça fait 20 ans que je présente le journal, grosso modo. 20 ans que je suis à l'antenne tous les jours, du lundi au vendredi, et c'était vraiment une vocation. J'étais au lycée, je savais exactement que je voulais faire ça, être journaliste pour transmettre l'information. C'était vraiment, je ne savais pas quoi faire d'autre. Mais je suis arrivée à un moment où, de fait, cette activité-là s'est arrêtée brutalement, puisque C8 a été fermé suite à la décision de l'Arcom. Donc du jour au lendemain, cette activité quotidienne s'est arrêtée, donc elle s'est imposée à moi. Mais quelque part, ça arrive à un moment où c'est un exercice dans lequel je trouve plus de sens, je me sens plus utile, comme ça a été le cas au début quand je voulais faire ça. Et je me sens davantage utile et je me réalise davantage aujourd'hui dans ces productions ou en mettant en place des solutions, en ayant l'impression d'apporter quelque chose, une goutte d'eau, mais au moins quelque chose à la société. Donc vous l'avez dit, vous avez passé une bonne partie de votre enfance à Nice. Si je vous demande quel souvenir de votre enfance remonte spontanément à la surface, vous me dites quoi ? Alors mon enfance, elle est beaucoup liée à la danse, parce que je faisais énormément de danse en amateur, pas du tout au conservatoire, mais avec une professeure qui est devenue une de mes amies proches. Danse classique ? Oui, classique, mais c'était une troupe familiale. Ses parents étaient chanteurs et on partait en tournée partout en France. On allait se produire dans les EHPAD, dans les comités d'entreprise. On faisait des... Et donc c'était la danse, mais c'était la scène aussi. Et forcément, mon enfance, elle est très liée à ces souvenirs-là, parce que j'y passais tout mon temps libre. En fait, quand j'étais pas à l'école, j'étais en cours de danse ou en spectacle de danse tous les week-ends, tous les mercredis. Donc ça a beaucoup marqué ma jeunesse, et c'est ce qui me remonte spontanément à l'esprit. Donc vous auriez pu devenir une artiste alors ?
Ouais, je crois que j'étais pas assez douée. Vous l'êtes d'une certaine manière. Oui, il y a un côté spectacle un peu quand même, quand Oui. on fait de la télé, quand on est journaliste. Puis même le fait de s'apprêter pour aller à l'antenne, de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller. Il y a un côté scène aussi, que j'ai toujours bien aimé. C'est quoi le livre, le film, la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur, qui vous a marqué de façon indélébile, et pourquoi? Alors, j'ai le droit à plusieurs réponses ou pas? Oui, je vous accorde plusieurs réponses. Le livre puisqu'on était dans les souvenirs d'enfance, qui me revient, c'est Au bonheur des dames. J'y pense aussi parce qu'on parle de bonheur, donc de Zola, qui était vraiment pendant longtemps mon livre préféré, que j'ai relu plusieurs fois, pour ses qualités littéraires, pour cette capacité à nous faire voir une scène, un magasin en l'occurrence, un grand magasin, etc. Juste avec l'écriture, Et c'est amusant, vous vous rendez compte que vos bureaux sont à quelques encablures on est à quelques encablures du métro Boussicaut, qui a inspiré Zola, et du Bon Marché, qui a inspiré Zola. C'est vrai. Absolument. Voilà. En tout cas, ça, c'est celui de ma jeunesse qui venait d'Aix-en-Provence, où vous avez fait une partie de vos études. Ah oui, j'avais pas vu tous ces liens cachés. Après, en auteur, moi, je suis une fan absolue, parce qu'en plus, c'est un ami de David Fuenquinos, c'est le seul auteur dont j'ai lu intégralement absolument tous les livres, où je relis certaines phrases, où je savoure vraiment... Il y en a un que vous préférez? La délicatesse? La délicatesse. J'aime beaucoup le dernier, Tout le monde aime Clara. J'ai beaucoup apprécié. Et j'aime beaucoup sa délicatesse, justement, à David, sa finesse d'esprit, son humour, son écriture. Et puis les sujets qu'il traite, le quotidien qu'il arrive à sublimer. J'aime beaucoup, beaucoup cet auteur et la personne aussi qu'il est. Et puis sinon, un livre qui m'a beaucoup marqué, j'ai jamais pleuré autant c'est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Je me rappelle l'avoir lu en vacances un été, et en plus j'étais dans un cadre idyllique, j'étais en Grèce, et mes larmes ne cessaient de couler. Et c'est rare qu'un livre, moi je pleure beaucoup, comme une madeleine, je suis très émotive, mais plus devant la télé, ou de pleurer autant en lisant des lignes, ça m'est rarement arrivé. Il est bouleversant. C'est vrai qu'il il fait partie de ces livres que... Et puis la petite fille dont il parle s'appelle Juliette, et ma fille aînée s'appelle Juliette. Ah oui, ça résonnait en plus. Ça a résonné énormément. Voilà, donc j'ai fait 3 réponses au lieu d'une. Mais Non, mais elles me vont très très bien, vraiment. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu pour être heureuse? Qu'est-ce qui vous manquerait? Et vous vous diriez, mais... à quoi bon continuer si j'ai pas ça? Ah bah ma famille, mes filles en premier, ma famille en général. C'est ce qui m'est indispensable pour vivre. Ouais. C'est au-dessus de tout. Ah oui, bien sûr, de loin. Oui, bien sûr. Tout le reste, on l'apprécie, hein, mais. Et elles le savent. Ils le savent, toute votre famille. Ah, je sais pas. Par contre, je suis quelqu'un d'assez pudique. Je sais pas si je dis assez. J'essaye de me corriger, parce que c'est pas naturel. Et en fait, ma fille cadette, Lou, et je sais pas d'où elle sort, c'est un ovni, c'est quelqu'un qui exprime tellement ses sentiments, tout le temps. Elle est très ouverte et tellement démonstrative, et tous les jours, elle dit « Mais qu'est-ce que je t'aime, maman ?» Et à son père, à sa sœur. Et on est tous les 3, et son père et sa sœur, pas renfermés, mais assez pudiques dans nos émotions et dans nos sentiments. Et elle, qui est la dernière arrivée dans la famille, finalement, est celle qui nous a ouverts malgré nous, parce qu'elle dit tellement les choses, elle est tellement expressive, que je crois qu'on l'est davantage, nous, grâce à elle. Et moi, je suis persuadée que... c'est aussi ça au tableau, c'est que je trouve que chaque enfant, quel que soit son âge, a quelque chose à apporter à la société et aux autres. C'est pas que descendant. On s'enrichit tous les uns des autres, quel que soit l'âge de nos interlocuteurs. Et Lou, du haut de... Bon, maintenant, elle a 8 ans, mais depuis toute petite, elle est comme ça. Elle a transformé la famille en arrivant. Et je trouve ça chouette. Et c'est vrai qu'au tableau contribue à développer une image, une vision des enfants qui est belle, parce que c'est vrai qu'on revient de très loin, parce que quand on se souvient, par exemple, aujourd'hui, on voit les archives de Jacques Martin, mais c'était une vision complètement condescendante et qui ridiculisait un peu les enfants, en fait. Souvent, ça ridiculisait les enfants, alors que là, vous, en fait, les adultes,
Ils se tiennent à carreau devant ils se tiennent à carreau devant les gamins. Ils ont intérêt à bien répondre. C'est de l'empowerment. Je sais pas trop quelle est la bonne traduction en français, mais c'est très important pour moi de traiter les enfants, pas de leur donner un rôle qui n'est pas de leur âge et démesuré, mais néanmoins ils ont un rôle, et notamment un rôle dans la démocratie, même s'ils sont pas en âge de voter, mais puisque c'est une émission à la base politique au tableau, où on invite notamment les candidats à l'élection présidentielle, et grâce à eux, grâce à leur questionnement, à leur franc-parler, au fait qu'ils osent tout, qu'ils n'ont pas de tabou, ça aide leurs parents et les adultes en général à mieux connaître les candidats et à se faire un avis plus éclairé. Et je trouve qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans Une vie d'écart. Quand on met des enfants de 5 ans avec des nonagénaires et qu'on voit les progrès qu'ils permettent de réaliser aux personnes âgées, c'est sidérant en fait. Dans 11 de légende, il y a un autre film où là on a mis en place un entraînement de foot pour des enfants. La moitié des enfants sont autistes et l'autre moitié sont pas autistes. Et pareil, on a testé l'inclusion par le sport et on a suivi cette équipe. 11 de légende, c'est une équipe de rêve dans le milieu du foot, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et de voir plein de fois, quand nous adultes, on savait pas tellement bien gérer les enfants autistes qui peuvent faire une crise ou qui peuvent, on n'a pas les réponses, on n'est pas adapté. Ce sont les enfants qui trouvent la solution, qui nous montrent le chemin, souvent. Et on a tellement de choses à apprendre des enfants. Et donc, à chaque fois qu'on fait une émission au tableau, je leur dis, c'est vous qui avez le pouvoir, profitez-en, saisissez-le. Il y a toujours des meneurs. On l'a vu quand vous êtes passé chez Léa Salamé, là, j'ai pas retenu son prénom, mais Ali qui crevait l'écran, c'était impressionnant. D'ailleurs, faisons une petite digression sur cette émission, ou une parenthèse, on va dire. Quelle est celle qui vous a le plus marqué, qui c'est pas forcément celle qui a eu le plus de succès, ni d'audience, ni quoi que ce soit, mais celle qui vous a le plus marqué, c'est laquelle ? Impossible de vous répondre une émission, mais évidemment la première, et notamment Emmanuel Macron, qui est le premier invité qu'on a enregistré par le hasard de calendrier, des agendas, et parce que c'est une chose d'avoir un concept dans sa tête et de se dire ça va être bien, et puis ensuite de le voir en réalité. Et la chance a fait que le premier invité était Emmanuel Macron, qui a vraiment pour le coup été incroyable dans cette émission pendant la campagne 2017. Et moi je suis sortie de la salle de classe avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que c'était génial. Enfin, l'émission a été géniale, ça fonctionne. Donc forcément celle-ci elle m'a marquée. Après on a eu des invités. Mbappé, bien sûr, parce que les enfants étaient tellement impressionnés de recevoir Mbappé. Il y avait un silence total dans la classe. Il n'était pas encore champion du monde. Mais par exemple, je tenais beaucoup à recevoir Bernard Tapie, qui était déjà très malade. C'était peu de temps avant sa mort. Et les enfants ne le connaissaient pas. Mais je trouvais que cette capacité, justement, de résilience, de force de vie, c'était important de leur montrer. Là, récemment, on a reçu Pauline Desroulèdes. On parle du handicap, mais comme jamais on parle du handicap, parce que les enfants ils osent dire, fais voir ta prothèse, mais ça fonctionne comment, mais tu préférais ta vie avant, tu préfères ta vie maintenant. Enfin, ils osent poser des questions que nous on oserait à peine regarder la prothèse de Pauline, et voilà, et ça détabouise tellement de sujets, et c'est important. Je ne connaissais pas le mot, mais j'ai peut-être inventé. Moi je trouve assez parlant. Mais sans dire le nom, il y a quelqu'un qui vous a refusé vraiment de venir Oui, la seule qui est refusée catégoriquement de venir, c'est Marine Le Pen. D'accord. Qui ne veut pas participer à l'émission. En argumentant ou en argumentant pas ? Elle a l'impression de manipuler les enfants. Bon, nous, on s'est dit que c'était peut-être parce qu'elle était un peu effrayée par le questionnement des enfants. C'est peut-être parce qu'elle-même, elle se souvient qu'elle a été manipulée quand elle était enfant. Bon, en tout cas, c'est dommage. C'est plutôt l'inverse. Ce sont les enfants qui ont le pouvoir. Mais non, sinon, après, ce sont que des contraintes d'agenda. Qui font que ils sont plutôt demandeurs de venir en général. Ouais. Quand ils ont vu le succès au début, ils se sont dit il faut qu'on y soit. Et puis surtout, je crois qu'ils savent que c'est un moment à part en fait. Parce qu'on a un très haut niveau d'exigence de notoriété de nos invités, donc ils sont pas en manque d'apparitions télévisées, d'interviews, etc. Ils sont très médiatisés, mais ils savent qu'au tableau, ça va être différent, qu'ils vont être un peu malmenés, qu'ils peuvent avoir 0 sur 5 à l'interro-surprise, qu'ils vont parfois être un peu pas ridiculisés, parce que c'est toujours très bienveillant. Il n'y a aucun a priori, il n'y a aucune arrière-pensée, et c'est ça qui change tout, en fait. Les enfants sont challenging, ils sont exigeants, mais sans aucune arrière-pensée et toujours dans la bienveillance. Donc on peut tout demander. Et à contrario, il y en a qui ont fait des pieds et des mains pour que vous les invitiez et vous y teniez pas, et puis voilà, et du coup ils l'ont mal pris. Non, il y en a qui font savoir qu'ils aimeraient bien être invités, mais on n'a aucun incident diplomatique. Il y a des personnalités qu'on voit partout. C'est-à-dire, je sais pas, ils ont des excellents attachés de presse parce qu'on les voit dans tout. Mais, je vais pas dire de nom là, mais voilà, je pense qu'ils ont dû vous solliciter, je suis sûr, pour cette émission.
on va reprendre le questionnaire, parce qu'on Oui. avait fait une petite parenthèse. Voilà. Et j'ai envie de vous interroger sur votre rapport à la spiritualité et à la mort. Pas à la mort, pas votre mort, hein, qui soit la plus lointaine possible. Mais est-ce que vous avez, à un moment donné, entretenu une relation, je sais pas, par exemple avec une grand-mère ou quelqu'un qui est parti de l'autre côté et avec qui vous dialoguez de temps en temps, avec qui ou auquel vous pensez, par exemple, avec qui vous parlez dans vos rêves ou je ne sais pas. Non. Et est-ce que vous avez un sens de la spiritualité poussé? Je ne parle pas de la religion, de la pratique religieuse. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien l'ésotérisme, je ne sais pas si on peut appeler ça. Ouais. Donc, les astres, les énergies. En fait, je suis surtout sur les énergies. Ouais. Donc, c'est quelque chose auquel je suis très sensible et où parfois j'aime bien consulter, entre guillemets, etc. Non, avoir l'impression de dialoguer avec quelqu'un qui n'est plus là, non, je dirais pas ça. Après, je ne saurais pas vous dire en quoi je crois. Je crois en quelque chose, c'est ce que je dis souvent. Je ne saurais pas trop le définir, à une force. Oui, à quelque chose, quoi. Une force, une présence, un donc, univers, un destin. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment un dieu. La notion d'ange gardien, d'âme et tout ça, ça vous parle? Peut-être, ouais. Ou plutôt d'ange gardien, d'étoile, de bonne étoile, de protection. Mais alors, je suis catholique j'ai été confirmée, hein, donc j'ai fait toutes les étapes. Toutes les étapes. J'ai été au catéchisme, etc. Mais je ne suis pas du tout pratiquante. Je ne sais pas si je suis croyante. En tout cas, dans ce que les termes vraiment de religion, etc. Mais je suis très sensible, voilà, oui, aux forces, aux énergies. C'est un peu flou, hein, mais... Non, c'est... Ok. Alors, vous êtes une femme d'image, vous êtes une femme de son, puisque vous avez fait de la radio aussi à un moment donné, et vous êtes une femme de mots, c'est-à-dire les mots ont une importance pour vous. Et donc, si je vous demande quel est le mot de la langue française que vous préférez, ou bien celui auquel vous pensez là, instantanément... J'allais vous dire amour, mais c'est un peu bateau, peut-être. On me l'a beaucoup dit. Oui, c'est ça. Donc, si vous pouvez trouver un autre mot, je suis d'accord. Autre chose. On peut passer à la question suivante et puis je reviens. Le temps que... Ça peut être maintenant, mais bon. Maintenant. Non, on va pas... on revient après à la question. Parce que même résilience et tout ça, c'est bateau. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes une femme d'action, vous réalisez dans l'action, mais l'action s'accompagne rarement, enfin plutôt, elle ne s'accompagne pas rarement de doute. On est souvent emporté par le doute. Est-ce que le doute fait partie de votre existence? Oui. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et est-ce que vous doutez uniquement de vous ou vous doutez des autres aussi? La confiance, voilà le mot. C'est ça en fait le mot que je cherchais. Voilà, question numéro 6. On va faire deux réponses dans une seule question. Deux réponses en une. Confiance, oui, évidemment. La confiance, c'est fondamental. Mais pour avoir confiance dans les autres, il faut avoir confiance en soi. Donc, je crois que c'est le travail de ma vie, évidemment. Comme je ne suis pas la seule, hein, je pense. Mais, donc, je suis en work in progress sur ce sujet-là. J'essaye de faire confiance à mon intuition. Et de me dire que finalement, souvent quand je suis mon intuition, je ne me trompe pas. Mais c'est vrai qu'on est tenté, puis surtout quand on a une entreprise aussi, il faut être prudent, il faut à la fois prendre des risques, mais en même temps être prudent. Donc c'est un équilibre en fait, c'est un savant équilibre entre prendre des risques, oser, parce qu'il faut bien, on ne peut pas rester comme ça immobile, tout en étant prudent et en assurant ses arrières. Et donc j'essaye de naviguer un peu entre ces deux contradictions et ces deux extrémités, et tout en suivant... de toute façon, moi, j'arrive pas à faire quelque chose que je ressens pas ou pour lequel je suis pas sincère. Donc, je ne peux être que à 1000% dans ce que je fais. C'est pour ça que je défends chaque projet avec tout mon cœur, toute mon énergie, toute mon âme. Et j'y vais, quoi. Et tant pis si je me trompe, mais j'essaye de me tromper le moins possible et que les conséquences soient pas trop engageantes, quoi. Et vous avez jamais souffert du syndrome de l'imposteur? Si beaucoup, au début, je n'osais même pas dire productrice.
C'était c'est chaque étape. Hein. Quand j'étais au lycée, je me disais, oh là là, le baccalauréat, ça me semblait complètement inaccessible. Bon, puis finalement, j'ai eu mon bac mention très bien. Et pareil, au début... Félicitations. Ouais, merci. C'était il y a quelques années, hein, ça vaut plus grand-chose. Moi, j'ai eu que mention bien, donc je vous dis félicitations. Je vous ai battu. Non, mais... Et pareil, journaliste, c'était le Graal que je voulais atteindre quand je suis devenue journaliste, que j'ai eu ma carte de presse. Et au début, productrice, c'est un mot que je n'osais pas trop dire. Je me sentais pas légitime ou je me rappelle que quand je suis arrivée, parce qu'en plus, ma toute première production, c'était assez... on investissait un EHPAD dans lequel on avait construit un décor, caché les caméras dans les murs. Enfin, c'était pas un... C'était pas un petit projet. Voilà. Et quand je suis arrivée sur le setup la première journée, j'en avais les larmes aux yeux, me dire waouh, c'est moi qui fais ça. Je me sentais toute petite par rapport au projet. Et donc si, le syndrome de l'imposteur, on l'a toujours. Et puis bon, sans vouloir tomber dans le sexisme un peu facile et primaire, je crois que quand on est une femme, on doit encore faire ses preuves 2 fois plus. Donc il faut beaucoup y croire pour que les autres croient en vous. En fait, je trouve qu'on croit moins spontanément en vous d'emblée comme ça. Donc il faut y croire 2 fois plus pour pousser les autres à y croire aussi. C'est malheureusement vrai. C'est encore vrai. C'est de moins en moins vrai, cela dit. Mais c'est encore vrai. Ouais. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Celui que vous vous dites, il a ce défaut, c'est terrible, mais en même temps, voilà, c'est pas grave. Et j'ai de l'indulgence. Je sais pas si le besoin d'être aimé, je sais pas si c'est un défaut, mais ça conduit souvent à avoir un comportement un peu lourd, un peu d'être en demande en fait. Donc parfois ça conduit à soit pas de l'agressivité, mais ou des reproches ou en fait j'essaye de comprendre l'origine d'un comportement qui pourrait me déplaire, ce qui me permet souvent de l'excuser. Je sais pas si ça vous semble clair. Si, ça me semble clair. Mais ça, c'est valable aussi bien du côté personnel que du côté professionnel. Ah oui, là, c'était professionnel. Non, mais il n'y a pas de souci, ça peut être côté professionnel. Professionnel... D'ailleurs, ça peut se rejoindre. Hein. Le caractère, il est souvent le même. Il s'exprime différemment dans la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle. Oui, absolument. Mais ce caractère-là, de vouloir être avoir sans arrêt des preuves d'amour, comme disait Cocteau, c'est un signe. C'est souvent des hypersensibles et donc pour ça vous êtes indulgente parce qu'effectivement on connaît pas le parcours des personnes, on sait pas s'ils ont eu une enfance difficile, Et peut-être que parce que je suis une ancienne qui se soigne, que je suis indulgente pour des défauts que j'aurais eu moi-même. Mais non, en fait, quand l'intention est bonne, j'arrive plus facilement à pardonner une maladresse ou un défaut que si je sens de la malveillance ou l'insincérité, l'hypocrisie, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter en revanche. Alors avant d'aborder la question numéro 9, je voulais juste faire une petite digression sur... La 6. Non, ça y est, on a dit que c'était confiance. Sur une question que je ne pose pas systématiquement, mais autour de l'intelligence artificielle et des évolutions technologiques aujourd'hui qu'on vit, qui sont... on est en plein dans une révolution dont on ne perçoit pas encore complètement toutes les dimensions. Mais vous, dans votre profession, est-ce que ça a déjà un impact notoire ou pas du tout ? Moi, dès que je pose une question, on demande d'abord à ChatGPT avant de me répondre, mais oui, on s'en sert, je crois, pour l'instant, pas plus que dans n'importe quelle profession, plus comme... moi, je trouve ça formidable, hein. Je trouve que c'est un outil, c'est pas une fin en soi, évidemment. Mais vous avez dit le mot, c'est un outil. Oui, dont il faut se servir pour gagner du temps sur des choses rébarbatives ou trop chronophages ou répétitives. Et c'est un outil dont on doit se servir pour être plus performant nous-mêmes ou plus efficace ou se concentrer sur des choses où on a plus de valeur ajoutée ou qui nous épanouissent davantage. Mais pour l'instant, malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'on soit mieux formés, je trouve qu'on ne l'a pas assez encore inclus dans nos process de fabrication, dans nos manières de produire. Et c'est vraiment une direction que je veux prendre parce que, évidemment, je pense que c'est au-delà du fait que certains pensent que si on s'y met pas, on est foutu et ça y est, on est dépassé. Mais je pense qu'au contraire, c'est un outil dont il faut qu'on se serve, donc davantage, puisque ça existe. Je ne sais pas si vous pouvez l'inclure dans certains des scénarios de vos émissions
de rapprochement entre les jeunes et les vieux, mais ça serait sympathique de montrer aux personnes âgées que les jeunes montrent. Regarde ce que je peux faire avec l'IA, avec pas forcément dans toutes les émissions, une émission, par exemple, ça pourrait être dans un des épisodes. Je pense que ouais, tout à fait. C'est un élément aujourd'hui. C'est vrai que il y en a qui en sont encore, on en parlait tout à l'heure, au stylo et au papier. Et voir aujourd'hui ce qu'est capable de faire l'IA, c'est à la fois, on en parlait aussi tout à l'heure, à la fois bluffant et des fois terrifiant, parce que oui, ça va très très vite, quoi. Mais c'est un outil. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est pas l'outil, c'est ce qu'on fait de l'outil et qui a l'outil dans les mains. Oui, c'est ça, et qui le programme aussi. Quelles sont les infos qu'on rentre dedans? Exactement, ça suppose plein de questions. De maîtrise. Ouais. Exactement. La France, et je pense que c'est quelque part un petit peu dans votre cerveau, la France est un pays très pessimiste, c'est un des pays les plus pessimistes du monde, je le dis à longueur d'épisode. C'est un peu ça qui m'a poussé à faire ce podcast. Et donc moi, je me pose toujours la question, est-ce que la personne qui est en face de moi, elle est optimiste ou pessimiste? Après, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que en fonction du contexte, en fonction des choses de la vie, on peut être à un moment donné très pessimiste et à un moment donné très optimiste. Donc, ma question, c'est pas est-ce que vous êtes vraiment optimiste ou est-ce que vous êtes pessimiste, mais plutôt, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Mais pour répondre à la question que vous me posez pas, je crois que je suis résolument optimiste parce que je me lance dans des projets parfois où tout le monde me dit non mais n'importe quoi, hein. Tu vas faire jouer au foot des enfants autistes avec des enfants pas autistes, enfin voilà. Et d'ailleurs il y a quelqu'un un jour qui m'a dit en me présentant, Caroline, c'est quelqu'un qui croit très fort en ses rêves. C'est un peu ça aussi, être optimiste, c'est croire que ce qu'on entreprend ça va réussir. Enfin, je sais pas si vous avez vu dans mes bureaux là-bas dans la cuisine, il y a un néon, il y a marqué Dream Big. Rêver grand. Ouais. Et c'est ce que je dis toujours à mes filles, je crois qu'il faut rêver grand, et donc je reste optimiste, sinon franchement, et j'essaie de compenser le pessimisme des personnes qui parfois m'entourent, et ambiant, mais ça m'a tellement frappée quand je suis rentrée de l'étranger, donc de mes 2 années passées à Jérusalem, cet état d'esprit français, c'est ce à quoi j'ai eu le plus de mal à me réadapter. Oui, parce que le paradoxe, c'est, pour connaître un peu le pays là-bas, c'est que les gens sont beaucoup plus optimistes alors qu'ils sont perpétuellement en guerre. Ils se posent pas de questions, en fait, il y a une énergie de vie. Quand on rentre en France, on est plombé. On a une chape de plomb. Oh là là, plombé par l'état d'esprit. Et en effet, ce négativisme en permanence, ce côté... Il y a l'individualisme aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit dans les études que les gens sont pessimistes pour leur pays et pour la collectivité, mais ils sont optimistes pour eux-mêmes. Et donc en fait, ça vient de là un peu le problème. Peut-être, ouais. Parce que sinon, il n'y aurait aucune raison pour que la France soit le 3e pays le plus pessimiste du monde, juste avant l'Afghanistan et je ne sais plus quoi, le Bangladesh. C'est impossible, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc oui, il y a cette chape de plomb dont vous parliez. Il y a le fait que on dit le caractère français, on dit on est des râleurs, on est des machins, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il y a quelque chose du caractère, c'est clair, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il y a les Français sont pas plus individualistes que les Américains. Ah, c'est sûr. Que d'autres nationalités. C'est sûr. Mais donc il faut continuer à se poser la question pourquoi. Oui. Et comment on peut faire pour que les gens soient moins pessimistes. Mais en tout cas, vous êtes optimiste, et puis il suffit que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous voyez vos filles avec l'une qui est très expansive et qui dit les choses et qui dit « je t'aime maman », et l'autre qui veut refaire le monde et qui est un peu révoltée, mais c'est normal, elle est à l'âge de la révolte. Et ça vous rend optimiste. Oui, bien sûr. Et puis, en même temps, les Français sont pessimistes et la France est un pays râleur, etc., et négatif. Mais en même temps, il y a tellement d'initiatives magnifiques qui existent partout sur le territoire, de solidarité, de solutions. Nous, on essaie d'en mettre en lumière quelques-unes dans nos films, que soit on met en place nous, soit on va les filmer quand elles existent. Mais il y en a tellement. Et il y a tellement de belles choses qui se passent que... Ça redonne du baume au cœur et ça redonne de l'optimisme quand même, quand on se fie à ça, plutôt qu'à l'état d'esprit général. Alors Caroline, vous savez quoi, on est déjà à la fin de l'interview et... Dommage. Ouais. On pourrait se parler pendant des heures, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement pour les prochaines semaines et les prochains mois? C'est essentiellement professionnellement ou personnellement. Plein de nouveaux beaux projets, parce que le contexte n'est pas facile là en ce moment, dans l'audiovisuel et ailleurs, mais l'économie se porte pas très bien et donc on espère pouvoir continuer à porter des projets qui me semblent utiles et évidemment pas indispensables
indispensables. Personne n'est indispensable, rien n'est indispensable, mais qui peuvent peut-être apporter quelques solutions, et en tout cas sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et voilà, pouvoir continuer à exprimer, à permettre aux réalisateurs et réalisatrices de s'exprimer et de proposer des solutions. Moi, j'en suis certain. Je crois beaucoup en vous. Merci. Ça fait des années que je suis ce que vous faites et je crois beaucoup en vous. Et je pense que vous avez toutes les cartes en main. Après, vous êtes forcément tributaire d'un contexte. Ouais. Mais voilà, comment vous avez dit ? Dream big. Dream big. À bientôt, Caroline. À bientôt, merci beaucoup. Merci.